question sera beaucoup moins ambitieuse que celle qui a précédé, puisqu'il s'agit ici encore d'observer le roman par rapport à la critique, mais je vais me limiter d'une part à la fin de siècle, à travers ce qu'on a appelé les petites revues, justement, et d'autre part, au départ, je voulais traiter de plusieurs revues, mais je me suis dit qu'en 30 minutes, il était peut-être mieux de cibler, donc je vais me concentrer sur le Mercure de France, qui me semble particulièrement représentatif de la critique des petites revues de l'époque. Donc, Mercure de France de 1890, première année de sa parution, jusqu'à 1900, donc ça continue après, mais je me suis limitée aux limites chronologiques du colloque. Le premier numéro du Mercure de France paraît en janvier 1890. Dirigée par Alfred Valette, la revue regroupe une équipe d'écrivains qui avaient contribué à d'autres périodiques comme le Scapin ou la Pléiade. Donc l'équipe est assez importante, je cite juste quelques écrivains, Louis Dumur, Albert Aurier, Édouard Dubu, Jules Renard, auquel se joint le jeune écrivain Rémy de Gourmont. Donc le Mercure de France, au départ du moins, est considéré comme une petite revue. Il se présente comme un recueil de littérature destiné à un public réduit. Puis, au fil des années 1890, la revue prend de l'ampleur et se double de ce qu'elle appelle une revue du mois, plus journalistique, qui regroupe des chroniques variées. Dans sa présentation du premier numéro, Alfred Valette, qui est donc le directeur de la revue, insiste sur son double objectif. D'une part, la recherche, je le cite, de formules inédites, et d'autre part, l'expression d'idées paradoxales et subjectives. Selon l'expression du critique Louis Forestier, le Mercure de France oscille en effet entre le laboratoire et l'observatoire, avec une attention particulière portée au genre littéraire. Or, contrairement à d'autres petites revues de l'époque qui, en général, sont davantage centrées sur le théâtre ou sur la poésie, comme l'Ermitage ou la Plume, la revue d'Alfred Valette s'intéresse plus spécifiquement au genre romanesque, à travers des articles critiques assez vastes et des chroniques consacrées aux livres. D'ailleurs, le Mercure de France, de façon assez significative, est l'une des seules revues de l'époque à proposer à partir du mois d'avril 1896 une rubrique consacrée aux romans, qui s'intitule « Les romans » et qui est tenue par Rachilde. Le Mercure de France constitue donc un objet d'étude fertile pour le domaine romanesque et ses divisions génériques à la fin du XIXe siècle. La critique des petites revues, qui se revendiquent avant-gardistes, participe pleinement à la mise en crise du roman, propre au mouvement symboliste. On a considéré que le Mercure de France était une revue symboliste. C'est légèrement excessif, mais on peut effectivement parler de tendance symboliste. Et cette revue a aussi contribué à la refondation du domaine romanesque. Donc, après avoir étudié comment ça fonctionne avec les étiquettes génériques dans les rubriques critiques, les livres, puis les romans, j'étudierai plus spécifiquement les genres romanesques par rapport à la notion d'évolution littéraire, puis une approche symboliste du genre romanesque de la division à la synthèse. Alors, lorsqu'on regarde les rubriques critiques du Mercure de France, c'est-à-dire la rubrique Les livres de 1890 à 1896, où alternent différentes plumes, donc d'ailleurs c'est pas toujours signé, et contribuent à cette rubrique par exemple Rémy de Gourmont, Louis Dumur, Théodore de Vizeva ou encore Rachilde. Et la rubrique plus spécifiquement consacrée au roman est tenue par Rachilde de 1896 à 1900 pour ce qui concerne les limites temporelles d'aujourd'hui, mais cette rubrique, les romans, se poursuit bien au-delà. Les étiquettes génériques autour du roman sont somme toute peu nombreuses, y compris d'ailleurs le terme roman lui-même. Alors, j'ai dépouillé les 10 ans de la revue et recensé plus d'une centaine d'appellations génériques autour du roman sur 10 ans, sachant que les rubriques critiques concernant les romans sont présentes à chaque numéro du Mercure, c'est-à-dire une fois par mois, à de rares exceptions près. Donc finalement, plus d'une centaine, ce n'est pas tant que ça sur 10 ans. J'ai relevé les différents termes renvoyant au sous-genre du roman et j'en ai tenté un classement, alors qui vaut ce qu'il vaut, qui est en tout cas provisoire. Alors je ne sais pas si, oui, ça peut être un petit peu petit. Donc un classement qui devrait être affiné à partir de 5 critères, parfois perméables les uns par rapport aux autres, et surtout le premier critère qui est celui de contenu, qui reste évidemment beaucoup trop vague. Il faudrait reclasser à l'intérieur de ça. Donc critères que j'ai retenus, donc le contenu, la forme, le mouvement
mouvement littéraire, la géographie et la cible. Donc, on peut relever 53 étiquettes différentes, dont la plupart se réfèrent au contenu au sens large, puisqu'à l'intérieur, il y a évidemment des questions de style, de sujet, etc. Et alors que les appellations inscrivant les romans dans des mouvements littéraires, c'est la 3e colonne, sont de façon assez surprenante, assez rares. Alors, il faut relativiser cette colonne, puisque si on trouve très rarement les étiquettes figées de romans réalistes, romans naturistes, romans naturalistes, en réalité, très souvent, c'est sous-entendu. C'est-à-dire qu'on peut avoir un article entier où il n'y aura pas du tout l'étiquette roman naturaliste, alors que de fait, ça parle évidemment du roman naturaliste, mais rapporté de façon plus sous-entendue. La plupart des étiquettes génériques utilisées sont assez fréquentes à l'époque et on les retrouve notamment dans l'ouvrage d'Eugène Gilbert, Le roman en France pendant le XIXe siècle, paru en 1896 et dont beaucoup de revues se sont fait l'écho à l'époque. D'autres appellations sont plus originales, comme celle de roman intuitiviste, j'y reviendrai, ou qui correspond à un projet spécifique, ou plus amusante, et là on est sur la cible dont on parlait tout à l'heure, comme le roman pour les concierges lettrés. Évidemment, toutes ces appellations génériques, en contexte, n'ont pas le même sens ni le même enjeu, et l'on peut s'interroger sur ce qu'elles impliquent à la fois par rapport à la critique du domaine romanesque et par rapport à l'esthétique même du roman. L'utilisation d'étiquettes génériques appliquées au roman peuvent être soit purement descriptives, soit contenir un jugement de valeur, soit, et on le verra, c'est souvent le cas, être ironique, ou plus rarement prescriptive, dans le sens où elles impliqueraient une méthode et des règles à suivre. La plupart du temps, ces catégories sous-génériques sont descriptives. Les chroniques consacrées aux livres sont souvent assez peu approfondies, assez rapides, et les étiquettes permettent de caractériser le roman commenté de façon efficace pour appuyer le commentaire. D'ailleurs, l'étiquette générique se noie souvent dans une succession d'adjectifs qui fait perdre de sa force à l'appellation et tend, peut-être un peu paradoxalement pour la critique de l'époque, mais à l'inscrire dans le genre de la critique impressionniste, malgré le rejet apparent de ce type de critique dans les revues de l'époque. Et on trouve vraiment ça plus spécifiquement sous la plume de Rachilde. Donc il y a de multiples exemples. Je cite juste deux exemples où justement on a l'impression d'avoir une étiquette générique, mais qui finalement se noie par la succession des adjectifs. Donc par exemple, à propos de Folle de son corps, roman de Marie Krysinska, donc Rachilde écrit « Roman poème, élégant, pervers, écrit avec de la musique de virtuose et du babil d'enfants mal élevés ». Ou encore, à propos de Marie de Peter Nansen, « Roman danois, mélancolique, ironique et poétique. Ce roman est une sorte d'épopée amoureuse ». Donc on voit que finalement la succession des étiquettes, on finit par perdre le sens, puisque en plus tout cela est extrêmement varié. Mais dans les pages du Mercure de France, l'utilisation des étiquettes est la plupart du temps péjorative, signe d'ironie ou de mépris. Le Mercure de France, que l'on peut considérer comme une revue symboliste, c'est ce que je disais, au moins pendant la période 1890-1898, combat activement le mouvement naturaliste et condamne donc, dès qu'il le peut, les romans naturalistes sur un ton plus ou moins polémique. Par exemple, il est question de bons gros romans naturalistes. Ça, c'est peut-être même une des étiquettes les plus gentilles qu'on trouve à ce propos. Mais au-delà de ce rejet d'un sous-genre spécifique, le rejet des étiquettes est à chercher dans les enjeux plus généraux de la critique des petites revues. Cette critique se construit en opposition à celle de la grande presse. Elle se veut indépendante et rejette la littérature industrielle ou commerciale, dont, selon elle, le roman constitue un axe privilégié. Selon Rémy de Gourmont, grand critique du Mercure de France, 3000 tomes de romans paraissent chaque année et constituent un produit privilégié de ce qu'il appelle l'industrie française. Ces romans sont, je le cite, presque tous établis avec le seul souci de la vente, du succès rapide, de la caisse à remplir, à l'image du roman feuilleton qui est considéré, je cite à nouveau Gourmont, comme une bobine vulgaire débobinée en feuilleton puis rembobinée en volume, par des maisons d'édition qui deviennent des marques, de même que les romans sont devenus des produits. Or, dans cette logique, les étiquettes génériques, surtout dans le cas du roman, sont considérées justement comme des catégories commerciales qui servent la vente et appauvrissent le domaine romanesque en le figeant. Elles sont donc souvent mises à distance ou condamnées.
Donc, par exemple, en janvier 1894, Jules Renard dénonce la vacuité des étiquettes à propos de l'Astre noir de Léon Daudet, je le cite. Roman en italique, quel genre de roman ? Historique, contemporain, rural, militaire ? On le dit. D'ailleurs, que signifie de nos jours le mot roman ? Déjà, je crois comprendre. On va me vanter selon la mode, l'homme d'action, me le proposer comme modèle et m'indiquer par quel coin il faut prendre le monde quand on veut le bouleverser. De même, l'étiquette de roman russe est rejetée comme un phénomène de mode, toujours cette notion de mode, en janvier 92, à propos de l'aube russe par Alexandre Pouchkine. Je cite, « L'épidémie de russite continue ses ravages par les librairies. Après les romans épais, on ramasse le menu crottin des petites nouvelles et des petits auteurs. Enfin, il paraît que l'étiquette suffit, puisque le public veut du russe, on lui en fourre jusqu'à l'étouffement. » Bon, ça c'est typique du style du Mercure, surtout dans les années 90. On pourrait également citer de nombreux exemples de rejet de l'étiquette roman-feuilleton, évidemment un symbole pour les petites revues de la littérature commerciale. Donc en juin 92, Camille Lemonnier, sans doute, est dur au pauvre monde des lecteurs prudes et gobeurs qui prennent le roman feuilleton pour un livre. Le glissement ironique des étiquettes fondées sur le contenu ou la forme du roman à celles fondées sur le lectorat, donc par exemple, toujours le même exemple de roman pour concierge lettré, découle justement de cette logique qui est dénoncée par les petites revues, à savoir l'association entre l'étiquette générique et la dimension commerciale du roman. À cette littérature commerciale qui serait figée par des étiquettes vendeuses, qui sont finalement pour les critiques équivalentes à des lieux communs de la critique, qui justement lieux communs qui sont rejetés dans le Mercure. Le Mercure de France va opposer des valeurs a priori incompatibles avec les sous-genres romanesques. Ces valeurs sont la recherche de la nouveauté, l'originalité et l'individualisme. Le symbolisme est d'ailleurs défini comme une révolution de forme dans la réponse de José María de Heredia à l'enquête de Jules Huret en 1891. C'est donc à la création de forme et à l'appropriation du genre. C'est donc la création de forme et l'appropriation du genre qui est mise en valeur au sein de la critique du Mercure, comme on le voit clairement dans ces quelques lignes de Louis Doumur sur Édouard Rod en mai 1894. Félicitons sans autre réserve M. Rod d'avoir apporté dans nos lettres contemporaines un genre de roman bien à lui, que ses dernières œuvres ont nettement défini et dont il est le titulaire incontesté et incontestable. Donc finalement, la seule étiquette générique possible, ce serait celle de roman rodien, de roman en fonction de l'auteur. Cependant, au-delà de l'effet de mode, les étiquettes génériques apparaissent également comme un signe de l'évolution littéraire, d'où certaines concessions dans leur utilisation au sein du Mercure de France. La frontière entre la mode et l'évolution littéraire, qui est vraiment une notion clé à la fin du XIXe siècle, est d'ailleurs ténue, comme le montre l'introduction d'un article de Théodore de Viseva sur un avenir possible pour notre chère littérature française. Donc, je cite le passage un petit peu plus long. « J'ai vu naître depuis 10 ans un très grand nombre de nouvelles formules et de nouvelles écoles littéraires. Mais à peine les avais-je vues naître qu'elles mouraient, comme ces enfants dont on dit qu'ils sont trop beaux pour la terre. Et j'avoue qu'il m'en est resté une certaine défiance contre toute formule nouvelle, contre toute école nouvelle, peut-être même contre toute littérature nouvelle. Un dimanche soir, au collège, mon voisin d'études me dit qu'il avait rencontré une jeune fille rousse nommée Sylvie, mais qu'il ne savait pas ce qu'il devait en faire. Je lui conseillais d'en faire un livre, et c'est ce à quoi mon ami s'appliqua dès le lundi matin. Il s'y applique encore, le malheureux. À mesure qu'il se choisit un genre pour traiter son sujet, le genre qu'il a choisi se démode, et voilà, tout a recommencé. Donc après, il y a une succession justement de citations d'étiquettes génériques qui concernent les romans. Mais la revue, malgré cette distance, se montre particulièrement attentive à cette évolution de la littérature et le rythme mensuel du périodique est adapté à la fois à une saisie immédiate et qui se veut distante, vraiment une réflexion distante sur les évolutions de la littérature. Donc ça m'amène à mon deuxième point, les genres romanesques et l'évolution littéraire. En 1891, l'enquête de Jules Huret consacre la notion d'évolution littéraire, particulièrement en vogue à l'époque. Elle montre aussi le besoin de classification qui s'applique dans l'enquête de Huret au mouvement littéraire, mais qui relève du même processus que les classifications en sous-genres romanesques. D'ailleurs, le lien entre les catégories génériques et l'évolution littéraire a été établi par Brunetière et sa théorie de l'évolution des genres, qui, bien que très critiquée par les petites revues, en a cependant marqué la critique.
Brunetière est souvent cité comme référence. Il est, pour les critiques des revues, celui qui a fait passer la notion de genre littéraire du domaine de la rhétorique à celui de l'histoire littéraire. Et les écrivains du Mercure, s'ils lui reconnaissent ce privilège, critiquent cependant son esprit de système, avec une position vraiment très ambiguë, critique mais en même temps reprise constante. Donc, par exemple, Quasi, qui est un pseudonyme collectif au sein du Mercure, sous lequel divers auteurs se livrent à des parodies dans une série de mimes, prend pour cible le critique de la Revue des Deux Mondes dans une lettre moqueuse qui insiste justement sur la question des genres littéraires et le rapport à l'évolution littéraire. Je cite un extrait. Donc c'est une adresse à Brunetière. « Vous souriez et non sans dédain, car vous croyez que tout réside dans la classification et que le dernier effort de l'esprit est, après avoir catégorisé les genres, d'en indiquer la filiation et l'évolution. Dirais-je, monsieur, que vous me faites l'effet d'un de ces naturalistes, insulte suprême, qui étaient tout fiers d'avoir montré la parenté du figuier et de l'ortie ? Dirais-je surtout qu'une telle notion nous est indifférente ? Non pas, cela nous amuse. Et il nous est doux d'apprendre que Victor Hugo est l'évolution de Bossuet. Classifiez donc, monsieur, la classification n'est pas inutile, quoiqu'elle ne soit utile que fort relativement, et encore que le darwinisme, que vous préconisez depuis peu, ait jeté quelques discrédits sur ce genre de récréation intellectuelle. » Malgré cette distance par rapport aux théories de Brunetière, il semble que dans le Mercure comme ailleurs, il soit désormais difficile, voire impossible, de parler des genres, et en l'occurrence des sous-genres romanesques, sans les inscrire dans l'évolution littéraire et sans parler de leur naissance, de leur vie, de leur mort et de leur filiation. Cette approche, déjà perceptible dans les chroniques, est d'autant plus évidente dans des articles plus développés. Alfred Valette consacre ainsi 2 articles au genre romanesque dans les années 90, dans lesquels il étudie justement son évolution et sa spécialisation en 2 sous-genres spécifiques, le roman intuitiviste et le roman évolutionniste. Sa réflexion part d'un constat polémique. « Le naturalisme se meurt, le naturalisme est mort », affirme-t-il au début du premier article sur le roman d'Édouard Rod, Les Trois Cœurs, paru en mars 1890. Or, ce constat est fondamental car toute la réflexion autour du genre romanesque qui est menée au sein du Mercure de France s'articule autour de la question suivante : comment sortir du roman naturaliste ? Valette commente ainsi la préface d'Édouard Rod au roman dans laquelle il développe sa théorie du roman intuitiviste, terme avec lequel il prend néanmoins lui-même quelques distances, le ramenant à celui d'étiquette, je cite « Si j'avais la foi unilatérale de ceux qui croient au sens précis des termes, je prendrais le mot intuitivisme et j'en ferais une étiquette à coller sur le flacon où nous débattrions ensemble. » La création de catégories génériques aurait alors principalement pour but de susciter le débat d'idées pour faire avancer la littérature. Édouard Rod définit ainsi le roman intuitiviste d'une manière scientifique comme une méthode de psychologie littéraire qui consiste à regarder en soi, non pour se connaître ni pour s'aimer, mais pour connaître et aimer les autres. Chercher dans le microcosme de son cœur le jeu du cœur humain, partir de là pour aller plus loin que soi, et parce qu'en soi, quoi qu'on dise, se réfléchit le monde. Donc là, on reconnaît l'influence des théories, enfin une espèce de mélange entre du post-naturalisme mêlé aux théories symbolistes. Mais pour Valette, cette méthode n'a rien de neuf ni d'original, d'une part parce qu'elle correspond à la méthode de psychologie employée dans tous les temps dans le roman, et d'autre part parce que l'évolution de ces idées est simultanée, sinon parallèle, à une évolution des idées chez tous ceux de sa génération littéraire. Valette conclut, je le cite, « Il semble donc que le mot intuitivisme n'étiquette rien de bien neuf, ni relativement aux tendances actuelles des esprits, ni en ce qui concerne les moyens d'exprimer. » Cet enjeu de nouveauté qu'on voit bien ici et d'évolution littéraire liée à l'étiquette générique se retrouve justement dans le second article que Valette consacre cette fois au roman évolutionniste, sous-titre initial mais refusé par l'éditeur du roman de Gaston d'Anville, Les Infinis de la chair. Là encore, Valette s'attarde sur la préface dans laquelle D'Anville pose les principes de ce qu'il appelle le roman de psychologie expérimentale, que, je cite Valette, l'auteur croit fermement être l'avatar le plus prochain de l'évolution littéraire. Donc voici la théorie de D'Anville sur ce roman évolutionniste ou de psychologie expérimentale, puisqu'il semble que les 2 étiquettes soient plus ou moins synonymes. Donc partant du principe posé par le même auteur, à savoir Théodule Ribot, le psychologue doit renoncer à la métaphysique et le métaphysicien à la psychologie.
Nous croyons que parallèlement, et dans le roman, on tiendra compte des nouvelles doctrines, soit en acceptant qu'une psychologie sans âme, c'est-à-dire en empruntant aux sciences biologiques, et en n'oubliant pas que tout état psychique est invariablement associé à un état nerveux. Bon, la théorie est assez longue, là j'en cite juste un extrait. Et si Valette se montre quelque peu sceptique envers cette méthode romanesque qui est trop scientifique à son goût, le docteur N, qui consacre lui aussi un article à la psychologie expérimentale dans le roman, en reconnaît la modernité et la fécondité, donc je cite un autre article du Mercure. Il nous paraît donc que la tentative d'art que nous découvrons dans les contes d'Odola, autre œuvre de Gaston d'Anville dans laquelle est appliquée la même méthode, autorisée du point de vue esthétique, réalise quant à l'évolution littéraire un progrès dont les conséquences ne manqueront pas d'être fécondes. Donc là encore, l'étiquette est vraiment liée à la question de l'évolution littéraire et de la recherche de formes nouvelles. Sous la plume de Maeterlinck, enfin, l'expérimentation de sous-genres romanesques est considérée de même à la fois avec une certaine distance critique et une indulgence pour des tentatives spéciales. Il écrit ainsi à propos de Couronne de clarté, roman féerique de Camille Mauclerc. Le véritable roman métaphysique est assez rare jusqu'ici dans les littératures. Je ne crois pas d'ailleurs que ce genre presque nouveau apporte à l'art une force bien pure ou bien grande. Et M. Camille Mauclerc ne le croit pas davantage. Je m'amuse à construire Couronne de clarté, m'écrivait-il jadis, tout exprès pour voir si le roman métaphysique est esthétiquement possible et de plus valable. On ne perd jamais entièrement sa peine à ces tentatives spéciales, mais ma prévision et ma conclusion tout ensemble, c'est qu'il n'y faut point songer. Les critiques du Mercure de France se montrent donc particulièrement attentifs aux différents genres romanesques proposés par les écrivains, parce qu'ils constituent des expérimentations permettant de sortir du roman naturaliste. Pourtant, ces tentatives sont considérées davantage comme des curiosités que comme de réelles voies alternatives. Le domaine romanesque doit en effet prendre une autre direction pour se renouveler, et ce sera ma troisième et dernière partie, une approche symboliste du genre romanesque, de la division à la synthèse. Sous l'apparente dispersion des critiques et chroniques sur le roman au fil des livraisons de la revue, se construit un discours qui vise à refonder le domaine romanesque. Deux écrivains mènent plus particulièrement cette réflexion, Alfred Valette et Rémy de Gourmont, c'est-à-dire les directeurs et directeurs adjoints du Mercure de France. Or, le discours de ces deux écrivains opère un retournement subtil, puisque, à partir de l'affirmation et de l'étude de sous-genres romanesques, ils refusent en réalité la division du roman pour en affirmer le caractère absolu, conformément aux théories symbolistes, notamment véhiculées par Rémy de Gourmont, grand théoricien du mouvement, qui domine le Mercure de France dans ces années-là. Ce que le critique Michel Raymond a appelé la crise du roman correspond en effet pour les symbolistes de l'époque à une affirmation de la liberté du genre qui semble incompatible avec des sous-genres romanesques figés. Ou, pour le formuler autrement, la multiplication à l'infini des sous-genres romanesques possibles entraîne un éclatement du roman et du genre lui-même. Dans des notes sur Huysmans, là-bas et ailleurs, parues dans le Mercure de France en juin 1891, Rémy de Gourmont parle ainsi de forme et non plus de genre, de livre et non plus de roman. Je le cite. D'autre part, l'esthétique tend à se spécialiser en autant de formes qu'il y a de talents. Parmi beaucoup de vanités, il y a d'admissibles orgueils auxquels on ne peut refuser le droit de se créer des normes personnelles. Huysmans est de cela, il ne fait plus de romans, il fait des livres et il les conçoit selon un agencement original. Mais la réflexion sur le genre romanesque ne se limite pas à ce constat d'une dispersion des formes, donc d'une multiplication à l'infini des étiquettes génériques. Valette et Gourmont recherchent bien la synthèse, but même de l'art, selon Valette, qui reprend les théories du critique d'art Albert Aurier. Or, cette synthèse du domaine romanesque passe paradoxalement par l'affirmation de deux étiquettes génériques, mais qui, plus qu'à un sous-genre, renvoie à l'absolu du genre romanesque, voire de la littérature. Ces deux sous-genres, ce sont le roman biographique et le roman poétique. Gourmont présente ces deux catégories génériques dans des notes de lecture sur la littérature italienne, la première étant d'ailleurs rédigée de façon ludique en italien, à propos de L'Automa romanzo biografico de Buti. Donc je cite en traduisant. Roman biographique, il me semble que tout roman, s'il n'est pas une biographie, doit pourtant être biographique, c'est-à-dire un récit de vie, soit positif, soit rustique, soit bourgeois, soit artistique, etc.
Cette affirmation du roman biographique comme roman universel a un sens bien spécifique qui découle des théories de Schopenhauer, fondement des théories littéraires symbolistes. Donc juste pour resituer, je cite Gourmont dans sa théorisation du symbolisme à ce sujet. Le monde est ma représentation, c'est-à-dire le monde est tel qu'il me paraît. S'il a une existence en soi, réelle, elle m'est inaccessible. Il est ce que je le vois, ce que je le sens. Donc toute approche du réel, quelle qu'elle soit mise en œuvre dans le roman, passe forcément par une expression de soi. Le roman poétique, justement, découle de ces mêmes principes et apparaît finalement comme une variante du roman biographique. Il en est la forme nécessaire, car l'expression de soi doit forcément être poétique, sans être pour autant en vers. Gourmont propose sa théorie poétique, toujours dans une note consacrée à la littérature italienne, dans le Mercure de France, en avril 1893, à propos de Gabriele D'Annunzio. Je cite « Le roman ne relève pas d'une autre esthétique que le poème. Le roman originel fut en vers, c'est l'Odyssée, roman d'aventure, c'est l'Énéide, roman de chevalerie. Le roman est un poème, tout roman qui n'est pas un poème n'existe pas. » Donc on voit bien ici comment s'opère le dépassement de l'étiquette générique, qui n'est pas refusé, puisqu'on a encore roman d'aventure, roman de chevalerie, mais qui est bien dépassé au profit d'une catégorie générique synthétique, et qui va même au-delà du genre romanesque, puisque Gourmont, à la suite de Mallarmé, brouille les frontières entre les différents genres littéraires, et il affirmera par ailleurs « il n'y a qu'un seul genre en littérature, le poème ». Donc finalement, il n'y a même plus de roman, il y a juste le poème. Donc j'en arrive à ma conclusion. Dans les années 1890, le Mercure de France propose donc une réflexion fertile sur les genres littéraires et plus spécifiquement sur le roman. Si les étiquettes sont souvent utilisées de façon pragmatique, notamment dans les chroniques, comme appui du discours critique, elles sont aussi interrogées de façon beaucoup plus approfondie. Les écrivains du Mercure de France ont une position ambiguë par rapport à la notion d'évolution littéraire, à la fois très attentifs aux innovations, dont les sous-genres romanesques constituent la plus évidente manifestation. Ils gardent cependant une certaine distance, interrogeant ces catégories génériques à travers une vision très large de l'histoire littéraire et en recherchant une continuité, une permanence en accord avec l'aspiration à la synthèse. Les catégories génériques proposées par les écrivains du Mercure de France, et notamment par Gourmont et Valette, tentent d'harmoniser la recherche de la nouveauté et le caractère absolu de l'œuvre d'art. Voilà.